La serveuse crache dans l'assiette d'un client malhonnête. Il perd son calme et se précipite sur elle, mais le millionnaire présent l'en empêche courageusement. Le soleil dardait ses rayons sur les pavés anciens du quartier du Panier, à Marseille, tandis qu'un courant d'air chaud traversait les ruelles étroites et descendait jusqu'au Vieux-Port. Dans ce décor à la fois pittoresque et agité, niché entre les façades colorées et les volets écaillés, se trouvait le bistrot Lavande, un établissement modeste mais très fréquenté, réputé pour sa cuisine traditionnelle et son ambiance authentiquement provençale. C'était là que Claire Dubois passait la majeure partie de ses journées, vêtue de son tablier bleu ciel, un carnet de commandes à la main et le regard à la fois fatigué et résolu. Claire avait 27 ans, fille unique d'une ancienne infirmière aujourd'hui alitée à cause d'une maladie dégénérative. Elle avait abandonné ses études de littérature pour enchaîner les heures derrière les tables du bistrot. Chaque matin, elle quittait leur petit appartement situé 2 étages au-dessus d'une boulangerie, dans le quartier de la Plaine, pour rejoindre le restaurant à pied. Elle travaillait 6 jours sur 7, souvent plus de 10 heures d'affilée, avec une seule pause pour déjeuner rapidement debout derrière le comptoir, pendant que le flot de clients ne faiblissait pas. Malgré cette vie éreintante, Claire conservait une politesse rigoureuse, un sourire discret et une capacité à encaisser les pires remarques sans broncher. Elle croyait encore que la dignité n'était pas un luxe, même dans la fatigue. Ce jour-là, un mardi de début juin, la chaleur était lourde. Le ciel d'un bleu uniforme et les tables en terrasse étaient presque toutes occupées. Touristes, habitués du quartier, hommes d'affaires en pause déjeuner, chacun avait trouvé sa place sous les parasols blancs. Claire se faufilait entre les tables, prenant les commandes, apportant les plats, remplissant les carafes d'eau, avec une précision automatique, presque mécanique. Elle connaissait par cœur les préférences des habitués, savait qui voulait du pain grillé au lieu de frais, qui n'aimait pas le persil, qui voulait toujours un café sans sucre. Mais parmi ces visages familiers, il y en avait un qu'elle redoutait plus que tous les autres. Jean-Marc Lefebvre arrivait toujours à la même heure, 1 heure de l'après-midi précise. Il s'asseyait à la même table, la numéro 5, légèrement à l'écart, mais suffisamment centrale pour qu'il puisse observer et être vu. Costume parfaitement repassé, montre en or qui brillait ostensiblement au soleil, il se présentait comme agent immobilier, mais laissait planer autour de lui une aura d'importance volontairement floue. Ses manières étaient celles d'un homme qui se pensait au-dessus du reste du monde. Dès son arrivée, les épaules de Claire se tendèrent légèrement. Il ne disait jamais bonjour. Il exigeait. Il claquait des doigts pour appeler les serveurs, soupirait bruyamment si l'attente dépassait 2 minutes, faisait des commentaires désobligeants sur les autres clients, les passants, les plats, le service, la décoration. Mais c'était surtout envers Claire qu'il réservait son venin le plus concentré. Il lui reprochait tout. Sa lenteur supposée, son ton trop neutre, sa manière de poser les assiettes, son accent pourtant à peine perceptible, du Sud. Chaque remarque était une piqûre. Mais Claire ne bronchait pas. Elle se contentait de hocher la tête, de répondre calmement et de s'éloigner dès que possible. Le gérant du bistrot, M. Renaud, un homme rondouillard aux lunettes épaisses et au ventre protubérant, observait ces scènes en silence. Il prétendait toujours être trop occupé à gérer les stocks, à vérifier les livraisons ou à coordonner la cuisine. En réalité, il savait parfaitement ce qui se passait mais refusait d'intervenir. Jean-Marc était un client stratégique, comme il aimait le dire. Il consommait généreusement, laissait parfois de gros pourboires, jamais à Claire. Et surtout, il connaissait du monde. Mieux valait éviter de se mettre à dos quelqu'un d'influent. Ce mardi-là, Jean-Marc était dans une forme particulièrement méprisante. Il avait déjà critiqué la soupe du jour en la comparant à de l'eau de vaisselle, s'était moqué du chignon de Claire en disant qu'il ressemblait à un nid d'oiseau en décomposition et en voyant qu'elle avait oublié de retirer le cornichon de son assiette, comme il l'exigeait toujours, il avait levé les yeux au ciel avec une exagération théâtrale. À la fin du repas, alors qu'il demandait l'addition, il avait sorti un billet de 5 €, l'avait froissé, puis jeté au sol devant Claire en murmurant « Allez, ramasse !» comme un bon petit chien. La scène avait été vue par plusieurs clients, certains choqués, d'autres détournant le regard, gênés. Claire était restée figée pendant quelques secondes. Son cœur battait si fort qu'elle entendait les pulsations dans ses oreilles. Elle s'était penchée, avait ramassé le billet,
puis s'était levée sans un mot. À l'intérieur, dans l'étroite cuisine où les cuisiniers s'activaient, malgré la chaleur accablante, elle s'était appuyée quelques secondes contre le mur, les yeux fermés. Sa respiration était saccadée. Elle savait qu'elle ne pouvait rien dire, pas à M. Renaud, pas à Jean-Marc, pas à la justice. Dans son monde, ceux qui avaient de l'argent pouvaient écraser les autres sans conséquence. Elle retourna en salle et continua à servir comme si rien ne s'était passé. Mais une colère sourde, une rage étouffée bouillait en elle. Chaque geste devenait plus rigide, chaque sourire plus forcé. Elle regardait Jean-Marc de loin, encore assis, tapotant sur son téléphone comme si de rien n'était. Et soudain, sans préméditation, une idée lui traversa l'esprit. Elle la repoussa d'abord, puis elle revint insistante. Elle ne pensait pas aux conséquences. Elle ne voulait qu'un instant de justice, une minuscule revanche. Quand elle vit le plat que Jean-Marc avait commandé pour le dîner, un tartare de bœuf prêt à sortir, elle demanda à l'un des commis de la laisser l'apporter elle-même. Elle entra dans la cuisine, prit l'assiette, la posa sur un plan de travail, vérifia qu'aucun regard n'était posé sur elle, puis, dans un mouvement rapide et presque involontaire, elle cracha dedans. Ce n'était pas un geste spectaculaire, pas une vengeance de film. C'était discret, furtif, mais chargé de tout le mépris accumulé. Elle prit ensuite l'assiette, la redressa, l'essuya au bord et retourna vers la table de Jean-Marc. Elle la déposa avec le même professionnalisme que d'habitude, récita les ingrédients comme à l'accoutumée, puis s'éloigna. Mais à l'intérieur d'elle, quelque chose venait de se briser. Elle savait qu'elle avait franchi une ligne. Elle savait aussi qu'elle ne le regrettait pas. Pas encore. Le soir tombait lentement sur Marseille, enveloppant le vieux port, d'une lumière dorée et tamisée. L'intérieur du bistrot Lavande, éclairé par des suspensions vintage et quelques bougies sur les tables, offrait une atmosphère feutrée qui contrastait avec l'agitation diurne. Claire, encore debout malgré les 12 heures de service déjà écoulées, finissait de desservir les dernières tables. Elle jetait parfois un coup d'œil en direction de la table numéro 5, toujours occupée par Jean-Marc Lefebvre, plongé dans son assiette de tartare. Il mangeait lentement, comme s'il savourait non pas les saveurs, mais sa propre importance. Pourtant, après quelques bouchées, son front se plissa. Il posa sa fourchette, fronça les sourcils et regarda fixement l'assiette. Puis il leva les yeux, balaya la salle du regard et appela Claire d'un ton sec et autoritaire « Mademoiselle Dubois, venez ici immédiatement ». La voix portait assez pour que plusieurs clients se tournent. Claire s'approcha, le cœur battant. Elle ne montra aucun signe d'inquiétude, mais intérieurement une tension sourde montait. Jean-Marc lui tendit l'assiette à mi-chemin, l'air méprisant. « Il y a quelque chose d'anormal dans ce plat. Qu'est-ce que c'est que cette texture ?» Il tourna légèrement l'assiette vers elle, pointant du doigt une partie du tartare. « Vous croyez que je ne vais pas remarquer qu'il y a eu, disons, une altération? Vous croyez que je suis stupide ?» Un silence inconfortable envahit la salle. Les conversations s'arrêtèrent. Les clients les plus proches firent semblant de se concentrer sur leurs assiettes, mais l'atmosphère était devenue électrique. Claire ne dit rien d'abord. Elle fixait l'assiette, puis Jean-Marc, puis encore l'assiette. Son esprit cherchait une réponse rationnelle, une échappatoire, mais son corps restait immobile. Finalement, elle releva le regard et dit calmement, mais sans détour, « Je ne crois pas que vous soyez stupide. Je crois que vous savez très bien pourquoi votre plat est différent. » Cette phrase, à peine prononcée, fit l'effet d'un coup de tonnerre. Jean-Marc recula légèrement sur sa chaise, bouche entr'ouverte, incapable de croire à l'audace de Claire. Puis son visage se rembrunit. Il se leva brusquement, faisant racler la chaise contre le sol. Son regard était chargé de colère, de mépris, et surtout d'un sentiment d'avoir été humilié. « Vous osez? Vous admettez avoir touché à ma nourriture devant tout le monde? C'est une atteinte grave, une honte. Vous allez payer cher cette insolence. » Dans la salle, on entendait à peine le bruit des couverts. L'un des serveurs, Thomas, s'approcha timidement, espérant désamorcer la situation, mais Jean-Marc le repoussa d'un geste de la main. « Personne ne bouge. Je veux qu'elle s'excuse à genoux, ici et maintenant, ou je jure que je fais fermer cet endroit. » Claire recula d'un pas. Son dos heurta légèrement le comptoir derrière elle. Elle aurait pu s'excuser. Elle aurait pu prétendre que c'était une erreur, inventer un malentendu, mais quelque chose en elle refusait désormais de courber l'échine. Trop de fois elle avait dû avaler sa fierté, trop de fois elle avait souri à des humiliations.
Ce soir-là, quelque chose avait basculé. Elle le regarda droit dans les yeux, silencieuse, refusant d'obtempérer. À cet instant précis, dans l'ombre d'une alcôve, un homme posa lentement sa serviette sur la table. Il était resté, discret depuis le début du repas, seul à une table en retrait, observant la scène depuis plusieurs minutes. Bien habillé mais sans extravagance, costume sobre, chemise claire, cheveux poivre et sel impeccablement peignés, il semblait n'appartenir ni au monde des touristes, ni à celui des clients habituels. Son regard était calme, presque froid, mais d'une intensité difficile à soutenir. Il s'appelait Antoine Mercier. Peu de gens à Marseille connaissaient son visage, mais presque tous connaissaient son nom. Promoteur immobilier, ancien ingénieur, mécène discret d'événements culturels, il appartenait à une classe sociale qui n'avait pas besoin de s'exhiber pour exister. Jean-Marc n'avait pas encore remarqué sa présence. Il continuait à fulminer, avançant lentement vers Claire avec une détermination menaçante. Ses poings se serraient, sa voix montait, sa respiration devenait irrégulière. Plusieurs clients avaient déjà sorti leur téléphone, certains pour filmer, d'autres pour composer un numéro en cas d'agression. Mais personne n'osait intervenir, ni le gérant ni les autres serveurs. L'ambiance était suspendue. Claire, elle, restait debout, un peu tremblante, mais droite. Elle savait qu'il pouvait la frapper, qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Il en avait le pouvoir. Et pourtant, elle ne bougeait pas. Il n'était plus qu'à quelques pas. Il leva un doigt accusateur, puis, au moment où il s'apprêtait à s'élancer, une voix claire et posée le coupa net. « Monsieur, je vous conseille de vous arrêter là. » Le silence fut total. Tous les regards se tournèrent vers la source de la voix. Antoine s'était levé. Il se tenait droit, les mains dans les poches, les épaules légèrement penchées vers l'avant. Il s'était interposé sans violence, sans geste brusque, mais avec une telle assurance que l'espace entre lui et Jean-Marc semblait soudain infranchissable. Jean-Marc cligna des yeux, pris de court. Il fixa Antoine sans le reconnaître. « Et vous, vous êtes qui » demanda-t-il d'un ton agressif. « Quelqu'un qui ne tolère pas la lâcheté ni la cruauté gratuite, » répondit calmement Antoine. « Vous avez eu ce que vous méritiez. Maintenant, rentrez chez vous. » Jean-Marc ouvrit la bouche pour répliquer, mais rien ne sortit. Pendant une fraction de seconde, il sembla hésiter. Puis, sentant les regards posés sur lui, il reprit contenance, redressa les épaules et lança à l'assemblée « Je ne resterai pas les bras croisés. Ce n'est pas fini. » Il tourna les talons, sortit du restaurant à grands pas, bousculant une chaise au passage. La porte claqua derrière lui. Un souffle de soulagement parcourut la salle. Antoine se tourna vers Claire, qui n'avait pas bougé. Il lui adressa un simple signe de tête, presque imperceptible, puis retourna calmement s'asseoir. Le service reprit timidement, comme si chacun reprenait lentement conscience du décor. Claire resta un instant debout, puis s'éclipsa dans la cuisine sans un mot. Derrière elle, les murmures recommencèrent à circuler, mais personne n'avait oublié ce qu'il venait de se passer. Le nom d'Antoine Mercier commencerait à circuler dès le lendemain, mais pour l'instant, il restait un mystère. Quant à Claire, elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus effacer. Le lendemain matin, une fine pluie tombait sur les toits de tuiles rouges de Marseille. L'air s'était rafraîchi, comme si la ville entière essayait de calmer la tension accumulée la veille. Mais pour Claire Dubois, aucune brise ni averse ne pouvait effacer le poids de ce qu'elle avait déclenché. Elle s'était levée avec un nœud dans l'estomac, incapable d'avaler quoi que ce soit. Le visage de Jean-Marc, ses paroles menaçantes, l'irruption inattendue de cet homme inconnu qui l'avait protégée, tout repassait en boucle dans son esprit. Elle avait quitté son appartement sans dire un mot à sa mère, qui dormait encore, plongée dans un sommeil artificiel causé par les antidouleurs. Dans la rue, ses pas étaient lourds, ses mains froides. Elle savait que quelque chose avait changé, mais elle ignorait encore jusqu'où cela allait aller. En arrivant devant le bistrot Lavande, elle aperçut les volets du rez-de-chaussée déjà ouverts, la lumière chaude du matin filtrant par les vitres embuées. À l'intérieur, l'équipe préparait les tables, alignait les couverts, allumait les machines. Une routine immuable malgré ce qui s'était passé la veille. Dès qu'elle entra, Thomas, le serveur le plus jeune, l'interpella discrètement. « Claire, le patron veut te parler tout de suite. » Son ton était inhabituellement grave.
Elle acquiesça et se dirigea vers le bureau exigu à l'arrière du restaurant, situé entre la réserve et les sanitaires. Monsieur Renaud était déjà là, assis derrière son bureau encombré de papiers, tapotant nerveusement sur son clavier. Dès qu'il la vit, il se leva maladroitement, cherchant ses mots. « Claire, assieds-toi. Écoute, il y a un problème. Ce matin, nous avons reçu une lettre d'huissier. Jean-Marc Lefebvre a déposé une plainte officielle contre toi, et contre le restaurant aussi. » Il marqua une pause, guettant sa réaction. Claire resta impassible, bien qu'un frisson glacé lui parcourt l'échine. Il parle d'intoxication alimentaire, de diffamation, de traumatisme moral. Il exige des réparations, menace d'impliquer la presse. J'ai parlé à mon avocat. Il dit que même si ça peut paraître ridicule, ça peut nous coûter cher si ça prend de l'ampleur. Claire serra les poings sur ses genoux. Et vous me croyez capable de lui avoir fait du mal physiquement? Il s'est senti humilié, mais ce n'est pas un crime de dire la vérité. Renaud leva les mains en signe d'apaisement. Je ne dis pas ça, Claire, mais je dois protéger mon établissement. Alors, je n'ai pas le choix. Je suis obligé de te suspendre, le temps que la situation se clarifie. Elle resta figée, suspendue. Le mot résonna dans sa tête comme un coup de massue. Ce travail, aussi difficile et ingrat qu'il fût, était son unique source de revenus. Sans lui, elle ne pourrait pas payer les médicaments de sa mère, ni le loyer, ni même la nourriture. Elle avait cru, naïvement peut-être, que sa dignité valait plus que les règles du jeu. Mais la réalité s'imposait de nouveau. Dans ce monde, ceux qui se taisaient survivaient. Ceux qui parlaient étaient punis. Elle quitta le restaurant sans dire un mot de plus. Ses jambes tremblaient, mais elle marchait vite, comme si cela pouvait la protéger du sentiment de chute libre qui l'envahissait. Arrivée chez elle, elle s'effondra sur le canapé, en silence, incapable même de pleurer. Sa mère, éveillée, lui demanda ce qui se passait. Claire inventa un prétexte, parla d'un souci technique, d'une fermeture temporaire du restaurant. Elle ne pouvait pas encore affronter la honte de devoir expliquer à sa propre mère qu'elle avait craqué, qu'elle avait craché dans une assiette, qu'elle avait tout risqué par un simple geste de révolte. Les jours suivants furent d'une lenteur étouffante. Le téléphone resta silencieux. Aucune nouvelle du restaurant. Juste une lettre recommandée du cabinet d'avocats de Jean-Marc, confirmant les accusations et l'ouverture d'une procédure civile. Claire lut chaque mot avec une sensation d'irréalité. Elle n'avait pas les moyens de se payer un avocat. Elle n'avait personne vers qui se tourner. Mais alors qu'elle classait machinalement les papiers, une enveloppe glissée sous la porte attira son attention. Pas de timbre, pas de cachet, juste son nom écrit à la main, d'une écriture droite et élégante. À l'intérieur, une simple carte, une phrase manuscrite. « Si vous acceptez une conversation, je peux vous aider. A.M. » Elle resta longtemps immobile, la carte entre les doigts. Antoine Mercier, l'homme qui s'était interposé. Elle ne savait rien de lui, mais quelque chose dans cette démarche discrète éveilla sa curiosité. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle hésita pendant 2 jours, puis incapable de supporter l'incertitude, elle se rendit à l'adresse indiquée au dos de la carte. Un immeuble ancien, discret, situé sur les hauteurs de Notre-Dame-du-Mont. Une porte en bois massif, une sonnette au nom de Mercier. Il ouvrit lui-même, vêtu simplement, sans l'arrogance que son statut pourrait faire présumer. Le regard toujours aussi perçant, mais une voix calme. Il l'invita à entrer dans un salon épuré, aux murs ornés de tableaux abstraits. Il ne parla pas tout de suite. Il lui proposa un café, qu'elle accepta avec réserve. Puis, enfin, il s'assit en face d'elle. « Je ne suis pas ici pour vous juger, Claire. Ce que vous avez fait n'était pas correct, mais ce que cet homme vous a infligé est bien plus grave. Il agit ainsi depuis des années. Je le connais. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas la première. » Elle fronça les sourcils. « Pourquoi? M'aider? Je ne vous connais pas, parce que j'ai moi aussi été victime de ces manipulations. Il y a des années, dans une affaire immobilière. Il m'a trahi, a utilisé son influence pour me discréditer. Je n'ai rien pu faire à l'époque, mais j'ai gardé les preuves, et j'ai depuis appris à ne plus me laisser faire. » Claire l'écoutait méfiante mais intriguée. « Et qu'attendez-vous de moi? Rien, si ce n'est que vous acceptiez que la vérité soit entendue. Je peux vous fournir un avocat, faire en sorte que vous soyez défendu correctement, mais seulement si vous êtes prête à assumer ce combat jusqu'au bout. » Elle réfléchit longuement. Elle aurait pu tout laisser tomber, quitter la ville,
chercher un autre emploi ailleurs. Mais en croisant de nouveau le regard de cet homme, elle comprit qu'il ne s'agissait plus seulement d'elle. Il s'agissait de tous ceux qui, comme elle, avaient été écrasés en silence. Elle hocha lentement la tête. « D'accord, je ne veux pas qu'on parle à ma place. Je veux me défendre moi-même. Mais si vous pouvez m'aider à le faire, alors je suis prête. » Le lendemain de sa rencontre avec Antoine, Claire se leva avec un mélange d'appréhension et de détermination. Elle n'avait pas beaucoup dormi, hantée par les mots d'Antoine et par la certitude que ce qu'elle avait entamé n'était pas simplement un conflit personnel, mais l'entrée dans un terrain de lutte bien plus vaste, où les règles étaient floues et les risques bien réels. Malgré cela, une force nouvelle habitait ses gestes. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Elle passa la matinée à rassembler tous les documents dont elle disposait, son contrat de travail, les échanges de courriels avec le gérant, quelques messages d'anciens, clients qui louaient son professionnalisme, et une note manuscrite, laissée un jour par une cliente âgée qui la remerciait de sa gentillesse. Chaque morceau de papier semblait dérisoire face au poids des accusations portées contre elle, mais elle les rangea avec soin, consciente que chaque preuve de son intégrité comptait. Vers midi, elle se rendit au cabinet d'avocat recommandé par Antoine. L'endroit, situé dans un ancien hôtel particulier du centre-ville, respirait la discrétion et la compétence. Elle fut reçue par maître Hélène Varnier, une femme d'une 50aine d'années, au regard acéré et au ton direct qui écouta Claire sans l'interrompre. Une fois son récit terminé, l'avocate hocha la tête et déclara sans détour « Vous avez fait une erreur. Mais lui, il en a fait 100 fois plus. Si vous êtes prête à vous battre, je peux vous défendre. Mais il faudra tenir bon, ce sera dur. » Claire acquiesça. Elle s'attendait à ce que ce soit dur, mais rien ne l'avait préparée à ce qui se produisit le lendemain. Elle avait décidé de sortir pour acheter quelques médicaments à sa mère. En chemin, elle entra dans une petite boulangerie, espérant y trouver un instant de normalité. Mais alors qu'elle patientait à la caisse, une femme derrière elle murmura à une autre, assez fort pour être entendue, « C'est elle, la serveuse, celle qui a craché dans l'assiette du client. Quelle honte !» Claire sentit son estomac se nouer. Elle tourna légèrement la tête. Les deux femmes la fixaient, l'une avec pitié, l'autre avec un mélange de mépris et de curiosité malsaine. En sortant, elle consulta machinalement son téléphone. Une notification attira son attention. Son nom circulait sur un forum local, accompagné d'un message anonyme qui décrivait l'incident sous un jour particulièrement défavorable. Le texte, rempli de mensonges et de sous-entendus, parlait d'elle comme d'une employée instable et agressive, ayant un passif de comportement violent avec les clients. Il n'y avait aucune source, aucune preuve, mais les commentaires affluaient. Certains défendaient le droit des employés à être respectés. D'autres, plus nombreux, dénonçaient une honte pour le service à la française. Le soir même, elle reçut un appel de son ancienne camarade du lycée, Lucie, qui avait vu passer l'affaire sur un réseau social. « Claire, je te le dis franchement, tu dois faire quelque chose. Il parle de toi comme d'une criminelle. Et il paraît que Jean-Marc veut passer à la télévision locale pour raconter sa version. » Claire sentit son courage vaciller. Elle n'avait jamais été préparée à cela. Elle avait agi par instinct, par colère, pas pour déclencher un scandale médiatique. Elle se sentait soudain prise dans un engrenage qui la dépassait, où chaque mouvement était scruté, commenté, déformé. Le jour suivant, alors qu'elle rentrait chez elle avec des courses, elle croisa un groupe de jeunes hommes assis sur les marches d'un immeuble. L'un d'eux la reconnut. « Hey, c'est la cracheuse. Tu veux pas nous préparer à manger, toi aussi ?» Rire gras, moquerie, sifflement. Claire baissa la tête et accéléra le pas, les larmes aux yeux. L'humiliation publique s'ajoutait maintenant à la peur et à la solitude. De retour chez elle, elle trouva sa mère en larmes. Une lettre venait d'arriver envoyée par le tribunal. Convocation à une audience préliminaire pour comportement nuisible à la réputation d'un établissement et mise en danger de la santé d'autrui. La formule, froide et impersonnelle, frappa Claire comme un coup de poing. Elle s'assit en silence, fixant le papier. Elle savait que Jean-Marc utilisait tous les leviers possibles pour l'écraser, qu'il voulait faire d'elle un exemple. Il voulait qu'elle regrette, qu'elle s'effondre, qu'elle disparaisse, mais quelque chose en elle refusa. Elle pensa à Antoine, à Maître Varnier, à Thomas, même à certains clients qui avaient exprimé leur soutien. Elle se leva, rangea la lettre avec les autres documents,
puis prit une feuille blanche. Elle commença à écrire, de sa main ferme, une déclaration, une page entière où elle expliquait les humiliations subies, le harcèlement quotidien, le silence de sa direction, le poids de la misère et de l'épuisement. Elle ne cherchait pas à justifier son geste. Elle voulait qu'on comprenne d'où il venait. Elle passa la nuit à peaufiner ce texte. Le lendemain, elle se rendit au cabinet de maître Varnier et le lui remit. L'avocate le lut sans un mot, puis leva les yeux vers Claire. « Nous le garderons pour l'audience, mais ce que vous venez d'écrire pourrait bien changer le cours. » Des choses. Pendant les jours qui suivirent, les intimidations se poursuivirent. Une lettre anonyme fut glissée sous sa porte, pleine d'insultes. Son immeuble fut tagué avec des insultes sexistes. Même certains voisins se mirent à l'éviter. Mais Claire, malgré la peur et la honte, continua à se préparer. Elle lisait, s'informait sur ses droits, dialoguait avec maître Varnier, s'entraînait à parler en public. L'épreuve la forgeait. Chaque attaque renforçait son besoin de vérité. Elle savait qu'elle n'avait plus le luxe de reculer. Le premier vrai obstacle avait été franchi, ne pas se laisser briser. Et c'était seulement le début. La salle d'attente du cabinet Varnier était silencieuse, seulement troublée par le cliquetis régulier de l'horloge murale. Claire, assise sur une chaise en cuir rigide, tenait entre ses mains un dossier qu'elle ne relisait plus vraiment. Depuis plusieurs heures, son esprit tournait à vide. Le jour de l'audience préliminaire était enfin arrivé. Tout Marseille semblait l'avoir anticipé, tant les rumeurs s'étaient propagées comme une traînée de poudre. L'affaire avait pris des proportions que ni elle, ni son entourage n'auraient pu prévoir. Ce qui avait commencé comme un geste de fatigue et d'humiliation était désormais un sujet débattu dans les radios locales, dans les cafés, sur les réseaux sociaux, dans les couloirs d'école et même dans les assemblées syndicales. Jean-Marc Lefebvre s'était présenté comme une victime. Avec l'aide d'une agence de communication, il avait donné des interviews dans lesquelles il apparaissait calme, blessé, presque compatissant. Il évoquait les dangers sanitaires, les abus dans la restauration, le respect des clients. Sa version des faits était claire. Il aurait été insulté, agressé verbalement et sa santé aurait été mise en danger. Il déclarait même avoir souffert d'une intoxication alimentaire, non prouvée, et d'un trouble anxieux passager. Derrière cette façade propre et préparée, Claire sentait le poison subtil de la manipulation. Quand elle entra dans la salle d'audience, son cœur battait fort, mais elle gardait une posture droite. Assise au banc des défendeurs, entre maître Varnier et un assistant juridique, elle évitait de regarder le banc opposé. Pourtant, elle sentait le regard lourd de Jean-Marc peser sur elle, accompagné d'un sourire à peine perceptible, comme un rappel silencieux de qui détenait encore le pouvoir. Le juge, un homme d'une soixantaine d'années au visage impassible, ouvrit la séance avec une rigueur formelle. Les échanges commencèrent par la lecture des faits et des accusations. Puis, le ton monta lorsque l'avocat de Jean-Marc présenta une pièce inattendue, une vidéo. Elle montrait Claire dans la cuisine du bistrot Lavande, déposant un plat, sur le comptoir le manipulant quelques secondes, puis repartant avec. L'angle ne permettait pas de distinguer avec précision son geste, mais les commentaires en voix off, insérés dans le montage, orientaient lourdement l'interprétation. Voici le moment où l'employé contamine intentionnellement le repas d'un client. Claire sentit la sueur perler à la base de sa nuque. Elle n'avait pas été filmée de face, mais le cadrage et le timing suffisaient à semer le doute. Maître Varnier se leva immédiatement, dénonçant une manipulation, soulignant que la vidéo avait été extraite illégalement et montée de manière à induire en erreur. Mais le mal était fait. Le juge, bien que modéré, demanda à ce que le contenu soit examiné en complément de l'enquête. L'audience continua, mais un vent d'incrédulité semblait souffler dans la salle. À la sortie du tribunal, la presse attendait. Claire tenta de se faufiler, la tête basse, mais quelques photographes parvinrent à la capturer. Le soir même, son visage apparut à la une de plusieurs sites locaux, accompagné de titres douteux. La serveuse avait-elle prémédité son geste? Nouvelle preuve dans l'affaire du bistrot marseillais? La colère dans l'assiette. L'effet fut immédiat. Elle reçut une avalanche de messages haineux, parfois même des menaces directes. Les insultes affluaient, l'accusant de cracher sur la France, sur les traditions, sur les clients. Certains demandaient même sa condamnation, exemplaire. Mais au milieu de ce vacarme, une voix inattendue s'éleva.
Antoine Mercier, resté discret depuis leur première rencontre, la recontacta. Il lui proposa un rendez-vous dans un petit salon de thé du quartier Vauban. Lorsqu'elle arriva, il l'attendait déjà, une tasse de thé fumante devant lui. Il la salua avec douceur et lui tendit une enveloppe épaisse. « Ce que je vais vous donner là, peu de gens le savent, » dit-il sans détour. Jean-Marc Lefebvre a un passé trouble, très trouble, et jusqu'ici, il a su étouffer chaque rumeur, chaque plainte, chaque incident. Claire ouvrit l'enveloppe et découvrit une série de documents. Des copies de courriels, des témoignages anonymes, des extraits de plaintes classées sans suite, tous relatant des épisodes de harcèlement, de pression psychologique, de comportements violents, tous visant Jean-Marc. Antoine l'observa en silence, puis ajouta « J'ai tout gardé depuis notre litige, et j'ai trouvé d'autres victimes, des gens que Jean-Marc a humiliés, ruinés, fait taire. Ce qu'il vous fait n'est qu'un épisode de plus dans une longue série. » Claire sentit son souffle se couper. Chaque document semblait ouvrir une nouvelle brèche dans la façade lisse de Jean-Marc. Mais ce qui la troubla le plus, ce fut une photo. Elle le montrait plusieurs années auparavant, dans un autre restaurant marseillais, visiblement en train de se disputer violemment avec une employée. La ressemblance entre cette scène et ce qu'elle avait vécu était frappante. Antoine ajouta comme pour confirmer ses pensées, il agit toujours de la même manière. Il provoque, filme, manipule, attaque en justice. Il sait que personne ne veut affronter ce genre de conflit. Il s'en sert comme d'une arme. Claire rangea les documents dans son sac, le cœur battant. Elle ne savait pas encore comment ces informations allaient changer le cours de l'affaire, mais une chose était certaine. Elle n'était plus face à un simple client en colère. Elle affrontait un prédateur social, un homme qui s'était fait une carrière en écrasant les autres. En sortant du salon de thé, elle leva les yeux vers le ciel. Le vent s'était levé, secouant les branches des platanes et balayant les feuilles mortes sur le trottoir. Pour la première fois depuis le début de cette tempête, elle sentit que la vérité, bien que lointaine, n'était plus inaccessible. Mais elle sentait aussi que les questions s'accumulaient, plus nombreuses et plus sombres que jamais. Qui d'autre avait été victime de Jean-Marc? Jusqu'où était-il prêt à aller? Et surtout, et pourquoi semblait-il si confiant, malgré les preuves qui s'accumulaient? Claire savait qu'elle devait maintenant aller plus loin, creuser, révéler ce qui se cachait encore derrière le masque impeccablement poli de son adversaire. Les jours qui suivirent l'audience préliminaire furent particulièrement tendus. Pour Claire, elle avait repris un semblant de routine, même si chaque sortie dans la rue s'accompagnait d'un sentiment de surveillance. Son nom était devenu une cible, sa dignité, un sujet de débat public. Et pourtant, malgré l'épuisement, malgré l'injustice, elle continuait à se battre. Encouragée par les documents reçus d'Antoine et soutenue par Maître Varnier, elle préparait sa défense avec une application presque méthodique, comme si s'organiser contre Jean-Marc lui redonnait une forme de contrôle sur sa propre existence. Mais alors qu'elle commençait à entrevoir un possible tournant dans l'affaire, un événement inattendu vint bouleverser tout le paysage. Ce matin-là, elle fut réveillée par des coups frappés à sa porte. Elle ouvrit lentement, encore en chemise de nuit, pour découvrir deux hommes en costume sombre, portant des badges officiels. Ils se présentèrent comme inspecteurs judiciaires, mandatés pour effectuer une vérification dans le cadre d'une nouvelle plainte, déposée par Jean-Marc Lefebvre. Cette fois-ci, il ne s'agissait pas seulement d'un litige civil, mais d'une plainte pénale pour empoisonnement volontaire. Claire resta un instant figée, incapable de prononcer un mot. Le terme résonnait comme une gifle. Empoisonnement. Le mot était excessif, absurde même, mais sa portée juridique était terrifiante. L'un des agents lui remit une copie de l'ordonnance de perquisition, puis pénétra dans l'appartement, accompagné de son collègue. Ils fouillèrent les placards, ouvrirent le réfrigérateur, prirent des photos du contenu de sa cuisine. Ils demandèrent à voir les produits qu'elle utilisait pour cuisiner chez elle, notèrent le nom des médicaments de sa mère, prirent même un échantillon de liquide vaisselle au cas où. L'absurdité de la scène aurait pu être risible si elle n'avait pas été si humiliante. Les inspecteurs ne trouvèrent évidemment rien de compromettant. Mais l'un d'eux, avant de partir, lui lança cette phrase. « Même quand on est innocent, parfois il faut se justifier pendant longtemps. Vous feriez bien de vous préparer. » Claire referma la porte en silence, s'adossa au mur et glissa lentement jusqu'au sol. Elle resta là pendant de longues minutes, incapable de bouger, submergée par une sensation d'impuissance totale.
Ce nouvel épisode déclencha une autre vague de haine sur les réseaux sociaux. Une copie de l'ordonnance judiciaire fuita en ligne, probablement transmise par quelqu'un proche du dossier de Jean-Marc. Des dizaines de messages apparurent aussitôt, accusant Claire d'avoir mis la vie d'un client en danger. Certains réclamaient son arrestation immédiate, d'autres organisaient des appels au boycott de tout établissement qui emploierait un jour une personne aussi dangereuse. La rumeur prenait une ampleur délirante, dépassant même les dégâts Sanssouci. Frontière de Marseille. Antoine, alerté par l'agitation, vint la voir en fin de journée. Il trouva Claire prostrée sur le canapé, les yeux rouges de fatigue, les joues creusées par l'anxiété. Il ne dit rien tout de suite. Il s'assit simplement en face d'elle et lui tendit un petit carnet à couverture noire. Ce n'est pas grand-chose, mais dedans tu trouveras les coordonnées de plusieurs personnes que j'ai rencontrées ces dernières années. Toutes ont un point commun. Jean-Marc Lefebvre. Claire prit le carnet avec précaution. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, des noms, des numéros, des dates, des notes en marge, parfois énigmatiques, insinuations voilées, chantage sur contrat de location, intimidation familiale. Il y avait là un réseau entier de victimes, de témoins, de gens réduits au silence. Et pourtant, aucun n'avait porté plainte, par peur, par honte, par lassitude. Mais un autre nom attira particulièrement son attention. Écrit en lettres capitales, entouré 2 fois au stylo rouge, Cécile Vallon. Antoine expliqua qu'il s'agissait d'une ancienne juriste ayant travaillé pour une entreprise de Jean-Marc, avant d'être renvoyée sans motif officiel. Il soupçonnait qu'elle détenait des informations cruciales sur les activités dissimulées de son ancien employeur. Claire prit alors une décision. Le lendemain, elle appela le numéro indiqué à côté du nom de Cécile. Une voix fatiguée lui répondit, méfiante d'abord, mais après quelques phrases, et lorsque Claire prononça le nom de Jean-Marc, un silence s'installa à l'autre bout du fil. Puis, lentement, la femme accepta de la rencontrer. Elles se retrouvèrent dans un café discret du quartier du Rouet, à l'abri des regards curieux. Cécile Vallon était une femme d'une 40aine d'années, au visage durci par les épreuves, les yeux vifs mais cernés. Elle parla peu au début, testant les intentions de Claire, mais devant la sincérité visible dans ses propos, elle finit par ouvrir les vannes. Elle raconta comment Jean-Marc utilisait des entités écrans pour dissimuler des mouvements financiers douteux, comment il manipulait des contrats à son avantage, exploitait des employés, soudoyait des petits fonctionnaires, menaçait ceux qui refusaient de collaborer. Cécile n'avait jamais osé parler publiquement, mais elle avait tout consigné dans un fichier crypté, sauvegardé sur une clé USB qu'elle gardait dans un coffre. Elle proposa à Claire une alliance. Si cette affaire devait vraiment éclater, alors autant frapper juste. Pas seulement pour se défendre, mais pour démanteler un système. Claire accepta sans hésiter. Pour la première fois, elle voyait dans cette lutte une dimension plus grande qu'elle-même. Elle n'était plus simplement la serveuse humiliée d'un bistrot marseillais. Elle était devenue la voix de tous ceux que Jean-Marc avait écrasés. Mais Jean-Marc, loin d'ignorer ce qui se tramait, sentait que le vent tournait, et dans l'ombre, il commençait à s'entourer de nouveaux alliés. Un homme apparut alors dans le dossier, un certain Philippe Darvaux, avocat redouté pour ses méthodes agressives, spécialisé dans les affaires de diffamation, et connu pour faire taire ses adversaires avant même le début des procès. Il avait été engagé personnellement par Jean-Marc pour coordonner une nouvelle contre-attaque. Le lendemain, Claire reçut une nouvelle convocation judiciaire. Cette fois, elle était accusée non seulement de diffamation, mais aussi d'incitation à la haine publique. Une plainte basée sur des messages publiés depuis un compte anonyme que Jean-Marc prétendait lui appartenir. Elle n'en croyait pas ses yeux. Non seulement il l'attaquait, mais il tentait aussi de fabriquer de fausses preuves pour lui coller une image radicalisée. Tout devenait plus complexe, plus dangereux. Ce n'était plus seulement une affaire de justice. C'était devenu une guerre de réputation, une guerre psychologique. Et elle allait devoir faire preuve d'une lucidité absolue pour ne pas sombrer. Jean-Marc ne reculait devant rien. Et désormais, il avait décidé de l'anéantir à tout prix. Lorsque le jour se leva sur Marseille, baignant les rues de la Canebière d'une lumière orangée, Claire n'était déjà plus la même femme qui, quelques semaines plus tôt, encaissait les humiliations dans l'ombre de son tablier bleu. Le tumulte intérieur qu'elle avait longtemps gardé étouffé s'était mué en une force tranquille,
une détermination nouvelle qu'aucune convocation judiciaire ni colibet public ne pouvait entamer. Elle ne survivait plus dans l'ombre de la peur. Elle avançait désormais avec la volonté de mettre fin à un système d'abus. Son passé de serveuse effacée, docile, avait cédé la place à une femme prête à revendiquer son droit à l'existence, au respect et à la justice. Les jours suivants furent consacrés à une organisation rigoureuse. Claire, épaulée par Maître Varnier, décida de construire une ligne de défense fondée non seulement sur les faits de l'incident, mais sur l'ensemble du contexte, révélant la logique abusive et répétitive des agissements de Jean-Marc Lefebvre. Elle s'astreignait à un rythme quasi militaire. Lecture de dossiers, constitution de fichiers, classement de preuves, appel aux témoins potentiels et surtout rencontre avec les victimes passées du plaignant. Elle commença par recontacter Cécile Vallon, l'ancienne juriste, qui accepta de partager les copies des documents contenus dans sa clé USB. Il y avait là des relevés bancaires suspects, des contrats viciés, des courriels écrits sur un ton menaçant, des captures d'écran de conversations dans lesquelles Jean-Marc utilisait des leviers juridiques pour faire pression sur des fournisseurs. Chaque fichier révélait un peu plus l'étendue des agissements de cet homme, qui se présentait encore en public comme une victime modèle. Avec l'aide d'Antoine Mercier, Claire fit appel à une petite cellule associative spécialisée dans la défense des lanceurs d'alerte. L'organisme mit à sa disposition un conseiller en communication, une analyste juridique et un archiviste. Cette équipe improvisée mais motivée se réunit régulièrement dans une salle prêtée par Antoine, dans l'un de ses bâtiments, à usage commercial, désaffecté pour travaux. Autour d'une grande table en bois brut, des piles de documents, des ordinateurs et des schémas accrochés au mur transformaient l'espace en quartier général de résistance citoyenne. Mais Claire ne voulait pas seulement se battre à huis clos. Elle savait que Jean-Marc gagnait du terrain dans l'opinion publique en contrôlant le récit. Il fallait reprendre la parole. Contre l'avis prudent de Maître Varnier, elle accepta de témoigner dans une émission de radio locale, connue pour donner la parole aux citoyens dans des affaires controversées. Ce fut un moment intense. Sa voix, légèrement tremblante au début, gagna en assurance à mesure qu'elle racontait son parcours, ses motivations et surtout la peur quotidienne de ne pas être crue. Elle ne nia pas son geste. Elle le recontextualisa, l'assuma sans fausse modestie. Elle parla du mépris, des humiliations accumulées, du moment où l'instinct de survie avait pris le dessus. Ce jour-là, des centaines de messages de soutien affluèrent, venant de toutes parts. Anciens collègues, clients silencieux, inconnus émus par son courage. Encouragée par cette réception, Claire décida de publier une lettre ouverte sur une plateforme citoyenne, rédigée avec l'aide du conseiller de l'association. Elle y exposait l'affaire non plus comme une simple altercation entre une serveuse et un client, mais comme un exemple symptomatique de rapports de force déséquilibrés dans le monde du travail. Elle y dénonçait aussi les dérives d'un système judiciaire accessible à ceux qui disposent des moyens de manipuler la vérité, et elle appelait à une réforme des procédures en matière de harcèlement professionnel. Mais alors qu'elle prenait de l'élan, une nouvelle attaque inattendue survint. Cette fois, ce n'était pas Jean-Marc qui agissait directement, mais une entité plus sournoise. Un cabinet privé d'investigation, mandaté officiellement par le plaignant, commença à fouiller la vie personnelle de Claire. Ses comptes sociaux furent analysés, ses anciens employeurs contactés, des voisins interrogés. L'objectif était clair, construire un récit alternatif, où Claire serait présentée comme une personne instable, imprévisible, presque dangereuse. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles elle aurait été impliquée dans une dispute dans son ancien lycée, qu'elle aurait eu un comportement agressif envers une collègue dans un emploi précédent, qu'elle aurait déjà consulté pour troubles nerveux, autant de mensonges ou d'exagérations impossibles à réfuter sans tomber dans l'auto-justification. Mais cette fois, Claire ne flancha pas. Elle se rendit publiquement à la préfecture, accompagnée d'Antoine et de Maître Varnier, pour déposer une plainte contre le cabinet d'investigation pour harcèlement moral et atteinte à la vie privée. Elle accorda ensuite une interview à un journal régional, dans laquelle elle dénonça les méthodes d'intimidation employées pour la faire taire. Le ton était posé, les mots pesés, mais le message clair, elle n'avait plus peur. En parallèle, elle poursuivait les recherches avec Cécile Vallon. Ensemble,
elles finirent par identifier une transaction immobilière douteuse impliquant Jean-Marc et un élu local, transaction enregistrée sous couvert d'un projet d'aménagement urbain. Claire décida alors de transmettre ces informations à un journaliste d'investigation qu'Antoine connaissait personnellement. L'affaire, jusqu'ici cantonnée aux pages faits divers, prenait une tournure politique. Le soutien public grandissait. Une pétition fut lancée pour demander la protection de Claire contre les procédures abusives. Elle récolta plusieurs milliers de signatures en quelques jours. Un groupe de restaurateurs marseillais publia une tribune pour dénoncer le traitement infligé à une employée de la restauration, rappelant les conditions de travail souvent ignorées du grand public. Des universitaires s'emparèrent du dossier pour en faire un cas d'étude sur le pouvoir des narratifs sociaux dans les litiges judiciaires. Au cœur de cette tempête, Claire gardait les pieds sur terre. Chaque soir, elle rentrait chez elle, s'occupait de sa mère, relisait les dossiers, s'entraînait à répondre aux questions juridiques. Elle n'oubliait jamais l'origine de tout cela. Un acte impulsif, une faute certes, mais surtout le fruit d'un système qui pousse les plus faibles à des extrémités. Elle ne cherchait pas à se blanchir. Elle voulait que tout soit vu dans son ensemble, et pour cela elle allait jusqu'au bout, sans crainte, sans compromis. Les vents de résistance que Claire avait su faire souffler dans toute la ville de Marseille commençaient à faire tanguer les fondations du mensonge, soigneusement érigées par Jean-Marc. Elle s'était bâtie un réseau de soutien solide. Ses prises de parole publiques avaient suscité des élans d'admiration sincères, et plusieurs figures locales, auparavant silencieuses, avaient décidé de prendre position à ses côtés. La presse, qu'il avait d'abord traitée avec méfiance, abordait désormais son histoire avec un ton plus nuancé, voire compatissant. Tout semblait converger vers un lent mais constant basculement en sa faveur. Mais c'est précisément, à cet instant au sommet d'un regain d'espoir, que le coup le plus dur frappa. Un matin, alors que Claire se rendait à une réunion avec Maître Varnier pour la préparation d'un nouveau dépôt de preuves, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. À l'autre bout du fil, une voix hésitante se présenta comme appartenant à une employée du greffe du tribunal. Elle semblait confuse, presque gênée, et lui annonça que de nouveaux éléments avaient été intégrés au dossier par la partie adverse. Ces éléments étaient des vidéos supplémentaires, obtenues par une source anonyme et déposées par les avocats de Jean-Marc dans les délais réglementaires. Quelques heures plus tard, dans le cabinet feutré de Maître Varnier, Claire découvrit l'ampleur de cette manœuvre. Le dossier contenait 3 extraits vidéo, tous tirés de caméras de surveillance du bistrot Lavande, mais montés de manière à la faire apparaître sous son pire jour. Sur la première, on la voyait dans la cuisine, les bras levés, visiblement, en train d'élever la voix après une remarque de Thomas, un collègue. Aucun son, aucun contexte, seulement des gestes interprétables. La seconde montrait une scène de service durant laquelle elle posait un plat un peu sèchement devant un client. Là encore, aucune agression, mais une froideur volontairement soulignée par le montage. La troisième, enfin, la montrait quittant précipitamment le restaurant. Quelques minutes après l'incident du tartare, une séquence anodine transformée en fuite. Claire sentit ses entrailles se contracter. Ces vidéos ne prouvaient rien. Et pourtant, leur pouvoir de nuisance était immense. Ce n'était pas tant ce qu'elles montraient, mais ce qu'elles insinuaient, ce qu'elles pouvaient faire croire à ceux qui n'avaient pas accès à la totalité des faits. Elle donnait à son geste une coloration préméditée, presque cynique. Maître Varnier, elle-même habituellement imperturbable, prit un long moment avant de répondre. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était ferme mais grave. « Ils veulent faire de vous un personnage, pas une personne. Et dans ce récit-là, vous êtes la femme impulsive, dangereuse, qui craque sans raison. Ce sont des images conçues pour effacer tout ce que vous avez construit. » Le lendemain, les extraits de vidéos se retrouvèrent mystérieusement publiés sur un site d'actualité à sensation avec un titre provocateur, « La face cachée de la serveuse Courage ». En quelques heures, l'article fut partagé des milliers de fois. Les commentaires, cruels, brutaux, trahissaient une soif de juger, de condamner. Tout le travail de réhabilitation que Claire avait accompli semblait se dissoudre dans l'acidité des spéculations numériques. Pire encore, certains de ses soutiens commencèrent à se rétracter. Un chroniqueur radio qui l'avait défendu publiquement publia un message prudent, affirmant qu'il attendrait désormais la fin du procès avant de prendre parti.
Une association qui avait publié une tribune en sa faveur retira son soutien, évoquant un besoin de recul. Mais ce qui la blessa le plus fut la réaction du bistrot Lavande. Sous la pression médiatique, M. Renaud publia un communiqué maladroit, dans lequel il déclarait ne pas cautionner les comportements isolés de certains membres de son personnel qui ne reflétaient en rien les valeurs du restaurant. Aucune mention de Claire par son nom, mais tout le monde comprit. Elle avait été lâchée, effacée du récit officiel. Cette avalanche de trahison la plongea dans une forme d'abattement qu'elle n'avait pas encore connue. Durant 2 jours, elle resta enfermée chez elle, incapable de répondre au téléphone, d'ouvrir ses mails ou même de sortir faire les courses. Elle s'occupait mécaniquement de sa mère, mais sans âme, sans force. Elle se demanda, pour la première fois depuis le début de son combat, si elle avait eu tort de résister, si le prix à payer ne serait pas trop lourd, si elle ne finirait pas, malgré tous ses efforts, par être broyée par la machine qu'elle avait osé défier. Antoine tenta de la contacter sans succès. Il lui laissa un message simple « Tu as le droit de flancher, mais ne reste pas seul, je suis là ». Ce fut cette voix douce et persistante qui finit par la ramener à elle-même. Le 3e matin, elle se leva, ouvrit les volets et prit une longue inspiration. Elle alluma son ordinateur et retourna sur les forums où son nom circulait. Elle lut chaque commentaire, même les plus odieux. Puis elle ouvrit un document vide et recommença à écrire. Pas une lettre de défense, pas un communiqué, juste ses pensées, brutes, brisées, vraies. Elle envoya ce texte à Maître Varnier qui le lut en silence, puis répondit par un simple « On le garde. Ce sera utile ». Le même jour, Claire recontacta Thomas, le serveur qu'on voyait sur la vidéo. Elle lui demanda sans colère « Tu veux vraiment que ce soit ça ton souvenir de moi ?» Il resta silencieux, puis finit par lui proposer de témoigner en sa faveur, pour expliquer le contexte de leur échange filmé, pour dire la vérité. Claire comprit alors que même au cœur du chaos, il restait des fils à saisir, des lignes, de lumière dans l'obscurité. Elle n'était pas encore vaincue, mais ce revers inattendu et cruel venait de lui rappeler avec violence que le combat ne serait pas linéaire. Chaque pas en avant serait suivi d'une tentative de l'écraser. Chaque vérité contestée, chaque victoire fragile. Pourtant, elle décida de continuer. Parce qu'elle n'avait plus rien à perdre. Parce que derrière chaque mensonge, il restait une vérité qui méritait d'être dite, même si le monde refusait de l'entendre. Le retour à la lumière fut lent, méthodique, construit par une série de petites décisions qui, mises bout à bout, dessinèrent une nouvelle trajectoire. Claire ne chercha plus à plaire ou à convaincre tout le monde. Elle cessa de répondre aux attaques, aux provocations, aux voix anonymes qui réclamaient sa chute. Au lieu de cela, elle concentra son énergie sur ce qu'elle pouvait contrôler, la vérité, les faits, les preuves. Elle apprit à ne plus réagir à chaque déformation de son histoire. Elle devint stratège, patiente, lucide. Un changement presque imperceptible, mais décisif. C'est à cette période que Cécile Vallon la recontacta, avec une information qu'elle n'osait pas lui transmettre plus tôt. Elle lui parla d'un ancien projet immobilier dans les quartiers nord de Marseille, un terrain vague que Jean-Marc Lefebvre avait tenté de transformer en complexe résidentiel de luxe. Le projet avait avorté brutalement, officiellement pour des raisons administratives, mais les documents retrouvés par Cécile racontaient une autre histoire. Il s'agissait en réalité d'un terrain contesté, dont la vente initiale avait été entachée d'irrégularités. L'affaire avait été étouffée à l'époque, mais Cécile disposait d'un dossier complet sur le processus d'achat, avec des courriels internes, des promesses de vente falsifiées et des pressions exercées sur de petits propriétaires du secteur. Ce dossier, transmis à Claire sous forme numérique, ouvrit une nouvelle piste. Elle se demanda si Jean-Marc avait utilisé les mêmes méthodes dans d'autres transactions. Avec l'aide d'Antoine, elle entama une série de recherches dans les archives municipales, les cadastres, les registres de propriété. Ils découvrirent rapidement que le nom de Jean-Marc apparaissait dans des dizaines de projets, toujours via des sociétés écrans, toujours dans des zones sensibles où la loi pouvait être contournée à l'aide de relations bien placées. Mais ce ne fut pas seulement la trame immobilière qui les intéressa. En remontant la chronologie de ces transactions, Claire identifia un schéma qui l'intrigua. À chaque fois que Jean-Marc rencontrait un obstacle majeur, une opposition citoyenne, un recours administratif, une menace d'enquête, un événement personnel ou médiatique,
surgissait pour détourner l'attention. Une fausse polémique, un conflit inventé, un scandale privé monté en épingle. Et dans plusieurs de ces cas, une femme était au centre de la tempête. Une serveuse, une secrétaire, une partenaire d'affaires, toujours présentée comme instable, dangereuse, incompétente. C'était un mode opératoire. Créer un ennemi visible pour mieux dissimuler ses propres manipulations. Claire réalisa alors que son affaire n'était pas une exception, elle était une répétition. Elle n'était pas une cible choisie au hasard, mais l'énième victime d'une stratégie éprouvée. Cette prise de conscience provoqua en elle une colère froide, une rage structurée. Elle se sentait désormais investie d'une mission plus grande que sa propre réhabilitation. Elle décida alors d'élargir son cercle de témoins. Elle contacta un par un les noms retrouvés dans les carnets d'Antoine. Certains refusèrent de parler, par peur ou par lassitude. Mais d'autres, émus par son courage, acceptèrent de sortir du silence. Une ancienne responsable de projet, à la mairie, un jeune restaurateur ruiné par des travaux bloqués, une stagiaire harcelée puis virée sans motif. Tous racontèrent le même homme, le même masque, charmeur en public, dominateur en privé, prêt à tout pour éviter qu'on perce ses méthodes. En parallèle, le journaliste d'investigation auquel Claire avait transmis les premiers éléments publia un article long et fouillé, intitulé « Le visage invisible du pouvoir local ». Le papier détaillait les ramifications des sociétés de Jean-Marc, ses accointances politiques, ses manipulations médiatiques. L'article fit l'effet d'une bombe. Même ceux qui doutaient encore de Claire furent forcés de revoir leur jugement. Pour la première fois, Jean-Marc se retrouva sur la défensive. Mais le plus inattendu se produisit quelques jours plus tard. Un homme, la soixantaine grisonnante, se présenta au cabinet de Maître Varnier demandant à parler à Claire. Il se présenta comme Henri Belloc, ancien associé de Jean-Marc dans les années 90. Il raconta sans détour comment ils avaient débuté ensemble, comment il avait été évincé de leur première société après avoir refusé de signer des documents falsifiés. Il dit avoir tout gardé, les statuts d'origine, les courriels, les actes notariés. Il ne cherchait pas de vengeance, il voulait simplement que la vérité éclate. Il confia à Claire une mallette contenant des dossiers d'époque, scellés, jamais utilisés. Ces éléments venaient compléter une fresque de plus en plus claire, de plus en plus accablante. Ce n'était plus seulement une affaire de diffamation ou de droit du travail. C'était un système d'intimidation, de fraude, de dissimulation, mis en place sur des décennies et protégé par un réseau d'influence bien tissé. Claire comprit qu'elle avait entre les mains plus que de simples preuves. Elle possédait désormais la clé pour faire tomber l'image publique de Jean-Marc, non pas par vengeance, mais par nécessité. Et pourtant, au milieu de cette avancée, elle n'oublia pas la fragilité de sa position. Chaque document ajouté au dossier la rendait plus exposée, chaque témoin potentiel devenait une cible. Jean-Marc n'avait pas encore réagi publiquement, mais son silence était plus inquiétant que ses menaces. Claire savait qu'il préparait quelque chose, qu'il n'avait pas dit son dernier mot, mais elle aussi. Et désormais, elle n'était plus seule. Sa voix, au départ isolée, s'était mêlée à celle d'autres oubliés. Ensemble, elles formaient un chœur que rien, pas même l'argent ou l'influence, ne pouvait complètement réduire au silence. Le tribunal de grande instance de Marseille était ce matin-là encerclé de journalistes, de curieux, de passants, ralentis par la foule et par les cordons de sécurité renforcés pour l'occasion. Ce n'était pas un jour comme les autres. C'était le jour du procès tant attendu, celui où Claire Dubois, ex-serveuse d'un bistrot devenu emblème d'une lutte sociale inattendue, allait se tenir face à Jean-Marc Lefebvre, homme d'affaires influent, figure controversée du tissu économique local. Tous les regards convergeaient vers la salle d'audience numéro 3, où le drame allait se rejouer en costume, sous l'œil froid d'un juge expérimenté. Claire était arrivée tôt, accompagnée de Maître Varnier, d'Antoine, de Cécile, Valent et de plusieurs témoins prêts à déposer. Elle portait une robe sobre, ses cheveux attachés en un chignon net. Son visage était grave, mais sans trace d'hésitation. Elle avait préparé ce moment avec une rigueur que rien ne pouvait fissurer. Elle savait ce qu'elle avait à dire et surtout ce qu'elle refusait de taire. Lorsque Jean-Marc entra dans la salle, une tension palpable parcourut l'assistance. Costume sombre, allure détendue, sourire poli aux journalistes, il jouait encore la carte du notable faussement modeste. Il salua brièvement son avocat,
maître Darvaux, puis s'installa sans même jeter un regard à Claire. Ce silence, cet évitement calculé, fit naître en elle un mélange de mépris et de lucidité. Il ne la voyait toujours pas comme une adversaire, mais comme une anomalie à corriger. Il ne comprenait pas qu'elle était devenue quelque chose d'autre, une menace réelle à son empire bâti sur le silence. Le procès débuta par la lecture des chefs d'accusation, atteinte à l'intégrité morale d'un client, mise en danger de la santé d'autrui, diffamation publique. Les termes étaient lourds, les formulations précises, destinées à alourdir la perception des faits. Maître Darvaux prit la parole en premier. Il déroula une plaidoirie chirurgicale, froide, truffée de termes techniques et de références juridiques. Il tenta de démontrer que Claire n'avait pas agi sous l'emprise d'une émotion, mais de manière préméditée, évoquant les vidéos, les extraits de témoignages sélectionnés, les rapports médicaux flous sur une prétendue intoxication. Il parlait vite, posément, mais chaque phrase visait à construire une image, celle d'une femme instable, animée d'un ressentiment chronique envers l'autorité et les hommes. Puis vint le tour de Maître Varnier. Sa défense fut radicalement différente. Elle ne chercha pas à minimiser le geste de Claire. Elle le plaça dans un contexte. Elle décrivit les humiliations répétées, les abus de pouvoir, l'indifférence de l'encadrement, la peur constante de perdre son emploi, la pression d'une vie domestique marquée par la maladie. Elle ne chercha pas l'apitoiement. Elle dessina le portrait d'une femme acculée, dont l'acte était la conséquence d'un environnement toxique, d'un système complice de l'arrogance sociale. Puis ce fut le moment tant attendu. Claire fut appelée à la barre. Elle s'avança, lentement jeta un rapide regard vers Antoine, puis planta ses yeux dans ceux du juge. Sa voix, au début légèrement voilée, s'éclaircit à mesure qu'elle avançait dans son récit. Elle raconta son quotidien au bistrot Lavande, les gestes répétés, les insultes banales, les silences des collègues, les regards qui fuient. Elle évoqua sa mère malade, son sentiment d'inutilité, ses nuits sans sommeil. Puis, elle décrivit le jour où tout avait basculé, la remarque de trop, le billet lancé au sol et ce moment bref presque irréel, où elle avait franchi la limite. « Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait », dit-elle d'une voix ferme, « mais je suis fière d'avoir dit non, une seule fois, même si c'était maladroit, même si ce n'était pas la meilleure. Façon. J'ai dit non à un homme qui piétinait les autres pour se grandir, et si aujourd'hui je suis ici, c'est pour que ça ne recommence pas. Pour moi, pour ceux qui n'osent pas encore parler. » Un silence épais suivit ces paroles. Le juge ne la coupa pas. Maître Darvaux, assis à quelques mètres, se contenta de fixer ses notes, comme s'il refusait d'accorder de l'importance à l'émotion. Mais l'assistance, elle, n'avait pas détourné les yeux. Même ceux qui n'avaient pas d'avis tranché semblaient troublés. Après le témoignage de Claire, plusieurs témoins furent appelés. Thomas, le jeune serveur, raconta la scène, filmée où Claire paraissait agressive, expliquant le contexte. Une journée chaotique, un client difficile, un échange anodin monté en épingle. Il déclara n'avoir jamais ressenti la moindre violence de la part de sa collègue. Puis vint Cécile Vallon, qui expliqua comment elle avait vu Jean-Marc manipuler des employés, mentir à ses partenaires, forcer des décisions à l'aide de menaces à peine voilées. Enfin, Henri Belloc, l'ancien associé, déposa à son tour, révélant le passé trouble de Jean-Marc, les pratiques douteuses de ses débuts, les mensonges financiers. La défense de Jean-Marc tenta bien d'attaquer la crédibilité des témoins, de souligner leur lien avec Claire, de suggérer des motivations cachées. Mais la structure logique de leur récit, leur précision, leur cohérence, rendirent cette stratégie de plus en plus vaine. Le masque de l'homme d'affaires irréprochable commençait à se fissurer. En fin d'audience, le juge suspendit les débats pour la journée, annonçant que la décision finale serait rendue la semaine suivante. Claire, en sortant du tribunal, sentit ses jambes vaciller sous l'épuisement. Mais elle tenait debout. Elle avait parlé, elle avait tout dit. Elle avait affronté celui qui, pendant des années, avait réduit d'autres à des silhouettes muettes. Ce n'était pas encore la fin, mais c'était le sommet de sa montagne. Le point où l'on voit le chemin parcouru, où l'on respire enfin, même si l'air est encore rare. Claire ne savait pas ce que la justice déciderait, mais elle savait désormais que son histoire n'était plus seulement à elle. Elle appartenait à tous ceux qui avaient cru qu'un jour, leurs paroles compteraient. Le tumulte du procès n'était pas encore dissipé, que déjà les rues de Marseille résonnèrent des échos du témoignage de Claire.
Sa voix, portée par la presse, répercutée sur les réseaux sociaux, avait éveillé quelque chose de profond dans la conscience collective. Des femmes et des hommes, souvent invisibles, se reconnaissaient dans ces mots. Les lettres ouvertes, les messages de soutien, les déclarations d'anciens employés lésés affluaient de toute la région et au-delà. Mais si Claire avait trouvé la force de se relever, elle ne s'attendait pas à ce qui allait se produire dans les jours suivants. Car l'histoire déjà imprévisible allait connaître un basculement aussi soudain qu'inattendu. Le lundi suivant, alors que Claire se rendait chez Antoine pour organiser une synthèse des témoignages récoltés, elle reçut un appel de Maître Varnier. Sa voix était plus vive qu'à l'accoutumée, animée par une urgence nouvelle. Quelqu'un vient de se manifester, une ancienne salariée de Jean-Marc. Elle veut témoigner. Elle affirme posséder des preuves irréfutables. Elle a vu l'audience. Elle a reconnu le mode opératoire. Elle est prête à parler. Et elle veut le faire publiquement. Le rendez-vous fut fixé pour le lendemain matin, dans une salle neutre prêtée par l'association d'aide juridique. Claire, Maître Varnier, Antoine et Cécile s'y retrouvèrent, accompagnés d'un officier de justice chargé d'authentifier la déclaration. La femme entra, sobrement vêtue, les traits tendus, les yeux fatigués. Elle s'appelait Nadège Berthier. Elle avait été assistante personnelle de Jean-Marc durant près de 3 ans. Son départ, discret à l'époque, avait été officiellement justifié par une réorientation professionnelle. La vérité, raconta-t-elle, était bien plus sinistre. Nadège expliqua d'abord comment Jean-Marc contrôlait son environnement professionnel. Ses employés étaient constamment sous surveillance, leur communication scrutée, leurs déplacements notés. Il instaurait une culture de la peur, alimentée par des contrats aux clauses abusives et des menaces à peine voilées. Mais ce n'était pas tout. Elle avait été témoin direct d'échanges de courriels prouvant que Jean-Marc orchestrait la collecte de vidéos de Claire bien avant l'incident du restaurant. Il aurait anticipé un conflit et, dans une logique perverse, préparé son dossier de défense à l'avance, allant jusqu'à commander des montages vidéo à un prestataire pour influencer l'opinion publique si le besoin se présentait. Le plus accablant fut la remise de plusieurs enregistrements audio que Nadège avait conservés pour se protéger. Dans l'un d'eux, on entendait distinctement Jean-Marc dire « Il suffit qu'elle craque, et là je la détruis médiatiquement. C'est simple. » Cette seule phrase, sortie de sa bouche, dans sa propre voix, suffirait à faire basculer le procès. Maître Varnier, prudente, fit immédiatement sceller les enregistrements. Elle contacta le juge pour demander une réouverture de l'instruction en raison de ces nouveaux éléments. La demande fut acceptée dans la journée. Le lendemain, le tribunal annonçait que l'affaire serait examinée de nouveau, avec la prise en compte de témoignages supplémentaires. Cette annonce provoqua un séisme médiatique. Les journaux, d'abord prudents, titrèrent « Un témoin, Clé accuse Jean-Marc Lefebvre de manipulation préméditée ». Le débat changea brusquement de direction. De nouveaux regards s'ouvraient. Certains anciens alliés de Jean-Marc commencèrent à prendre leur distance. Des élus locaux supprimèrent leurs messages de soutien. Un adjoint au maire évoqua la nécessité d'une enquête plus large sur les pratiques commerciales de M. Lefebvre. La façade s'effritait, et pour la première fois, Jean-Marc perdit le contrôle du récit. Claire, elle, sentit que ce moment était celui d'une bascule, non pas seulement judiciaire, mais symbolique. Elle décida alors de faire une nouvelle apparition publique, pas dans les médias classiques. Elle organisa une conférence dans un centre culturel marseillais, ouverte à tous, filmée en direct, sans intermédiaire. Elle y raconta l'intégralité de son histoire, sans omettre ses propres fautes, sans enjoliver sa trajectoire. Mais elle montra aussi les rouages du système, les complicités silencieuses, l'impunité arrogante et surtout la solitude des victimes. Dans le public ce jour-là, parmi les 150 personnes venues l'écouter, plusieurs visages inconnus s'étaient déglissés, des victimes anonymes, d'anciens collègues, des représentants syndicaux. Et au fond de la salle, un homme aux cheveux blancs, discret, prenait des notes. Il se révélerait plus tard être un inspecteur de la cellule anticorruption du ministère de la Justice. Dans les jours qui suivirent, une enquête administrative fut ouverte contre Jean-Marc Lefebvre. Le fisc s'intéressa de près à ces transactions. Une commission spéciale demanda à auditionner plusieurs de ses anciens partenaires, et une convocation pour une nouvelle comparution devant le parquet financier lui fut adressée. Claire,
bien qu'épuisée par le tourbillon, ne laissa pas la satisfaction la détourner de l'objectif. Elle restait prudente, consciente que le chemin jusqu'à la reconnaissance officielle de son innocence était encore semé d'embûches. Mais elle ne fléchissait plus. Elle avait entre ses mains les clés d'une réparation collective. Ce retournement n'était pas un coup du sort. Il était le fruit d'une vérité patiemment déterrée, d'un courage tissé au fil des humiliations, d'un réseau d'oubliés qui, ensemble, refusaient désormais de se taire. Ce fut ce jour-là, au cœur de l'agitation, que Claire comprit que le combat ne serait jamais réellement terminé. Il ne se réduisait pas à un verdict ou à une condamnation. Il s'agissait de rétablir une balance, d'exister dans un monde qui ne voyait que ceux qui écrasaient, d'imposer une présence là où d'autres n'avaient laissé que du silence. Et dans cette reconfiguration brutale de la réalité, elle n'était plus la serveuse. Elle était la voix, la preuve que les lignes peuvent bouger. Le temps s'étirait, comme si Marseille elle-même retenait son souffle. La rumeur d'un second procès, cette fois à charge contre Jean-Marc Lefebvre, s'était rapidement propagée à travers la ville. Les médias, autrefois prudents, devenaient plus audacieux. Les unes des journaux affichaient désormais des titres tels que « L'Empire Lefebvre en péril » ou « Le retournement d'un procès exemplaire ». Les mots étaient choisis avec soin, comme si chacun pressentait que ce qui se jouait allait au-delà de l'affaire d'une serveuse humiliée. C'était un point de rupture, une mise à nu des mécanismes de pouvoir trop longtemps dissimulés derrière les façades dorées des privilèges. Pour Claire, les jours qui suivirent la révélation du témoignage de Nadège Berthier furent à la fois exaltants et profondément éprouvants. Elle participait à de nombreuses réunions avec Maître Varnier, les conseillers de l'association, et même, à titre informel, avec quelques magistrats favorables à l'ouverture d'une enquête élargie sur les activités de Jean-Marc. Malgré la pression constante, Claire restait focalisée. Elle refusait les propositions d'émissions de télévision, déclina plusieurs invitations à participer à des débats publics. Elle savait que l'important ne se jouait pas sur les plateaux ni dans les colonnes des tabloïds, mais dans les salles sobres du palais de justice, dans les dossiers, les témoignages, les procédures minutieuses. La nouvelle audience fut fixée au vendredi suivant. Contrairement à la première, marquée par la confrontation directe entre Claire et Jean-Marc, cette fois les rôles s'étaient inversés. Le plaignant devenait défendeur. Ce n'était plus Claire qui devait se justifier, mais Jean-Marc, qui se retrouvait sommé d'expliquer ses méthodes, ses manipulations, ses liens d'intérêt, ses dissimulations. L'avocat général, après réception des pièces transmises par Maître Varnier, avait requis une comparution pour soupçon de faux en écriture, tentative de subornation de témoins et harcèlement moral. Lors de cette séance exceptionnelle, la salle d'audience était bondée. Des étudiants en droit, des journalistes, des militants syndicaux, mais aussi de simples citoyens venus assister à ce qu'ils percevaient comme un moment d'histoire. Jean-Marc, cette fois, semblait moins assuré. Son visage était fermé, son regard fuyant. Son avocat, Maître Darvaux, adopta une posture plus défensive, tentant de minimiser la portée des preuves, parlant de documents sortis de leur contexte, et de campagnes de dénigrement orchestrées par des ennemis économiques. Mais le ton n'y était plus. Il peinait à masquer l'érosion du pouvoir symbolique de son client. L'une après l'autre, les pièces furent exposées. L'enregistrement audio où Jean-Marc évoquait « détruire médiatiquement Claire », les courriels prouvant la commande de vidéos truquées, les témoignages de plusieurs anciens employés confirmant une culture de terreur dans son entourage professionnel. Nadège Berthier, présente dans la salle, répondit aux questions du juge avec précision. Son calme, sa rigueur renforcèrent la crédibilité de chaque mot. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait que justice soit faite. Claire, elle, n'eut presque pas à intervenir. Elle écoutait, attentive, observant Jean-Marc avec une distance presque clinique. L'homme qui l'avait humilié, menacé, traîné dans la boue, n'était plus que l'ombre de lui-même. Chaque révélation l'enfonçait davantage. Le juge, à plusieurs reprises, fronça les sourcils en lisant les documents. Le ministère public demanda un délai pour étudier les nouvelles charges. Une chose était certaine, le rapport de force avait basculé. Dans les jours qui suivirent, le restaurant où tout avait commencé, le bistrot Lavande, fit l'objet d'une inspection par l'inspection du travail. Le gérant, M. Renaud, fut interrogé sur ses pratiques de gestion, ses liens avec Jean-Marc, son silence face aux abus subis par Claire.
L'administration constata plusieurs manquements: absence de procédure de signalement des comportements déplacés, pression sur les employés, heures supplémentaires non déclarées. Le bistrot fut temporairement fermé pour non-conformité au droit du travail. Un choc pour le quartier, mais aussi un signal fort. Les choses ne pouvaient plus continuer comme avant. Antoine, de son côté, continua à jouer un rôle discret mais essentiel. Il finança anonymement un fonds d'aide destiné aux victimes de harcèlement professionnel et œuvra à la création d'un observatoire régional des abus de pouvoir en entreprise. Il ne chercha jamais à se mettre en avant, mais ceux qui avaient suivi l'affaire savaient ce qu'ils lui devaient. Claire le rencontra plusieurs fois dans cette période, souvent en silence, parfois autour d'un café, sans besoin de longs discours. Leur lien s'était tissé dans la dignité partagée, dans la compréhension implicite de ce qu'implique la résistance. Un soir, alors que la ville retrouvait un calme apparent, Claire se rendit au Vieux-Port, seule. Le vent marin lui caressait le visage et l'eau scintillait sous les réverbères. Elle pensa à tout ce qui s'était écroulé, tout ce qui s'était construit, tout ce qui restait encore à faire. Elle n'éprouvait ni euphorie ni revanche, seulement une profonde sensation d'équilibre retrouvée. Le monde n'était pas devenu juste, mais il avait, pour une fois, entendu une vérité que trop d'autres avaient tenté d'éteindre. Elle rentra chez elle et trouva sur sa table un courrier sans nom, sans timbre, glissé discrètement dans la boîte. À l'intérieur, une feuille pliée en deux, quelques mots seulement. Tu n'as pas seulement sauvé ta voix, tu as libéré la nôtre. Aucun nom, aucune signature. Mais Claire comprit, et ce fut suffisant. L'été touchait à sa fin à Marseille. Le soleil, plus doux, baignait les ruelles de teintes dorées et les terrasses reprenaient doucement vie. Une apparence de normalité revenait sur la ville, comme si le tumulte des derniers mois s'était éloigné, remplacé par un calme feutré, presque respectueux. Mais pour Claire Dubois, rien ne serait jamais plus comme avant. Ce qu'elle avait traversé, ce qu'elle avait affronté, avait non seulement changé sa vie, mais transformé profondément la manière dont elle regardait le monde et la façon dont le monde la regardait. Le jugement définitif fut rendu par le tribunal un mardi matin. Claire, accompagnée de Maître Varnier, s'assit au premier rang, son cœur battant lentement, profondément. Jean-Marc Lefebvre était présent, visiblement amaigri, son regard vide, l'allure raide, bien loin de l'homme arrogant qui autrefois contrôlait les moindres mouvements dans les salles qu'il fréquentait. Le juge, après une longue lecture du dossier, prononça les conclusions de la cour. La plainte de Jean-Marc contre Claire était jugée irrecevable, considérée comme abusive et infondée. La tentative de manipulation des preuves par montage vidéo fut officiellement reconnue. Jean-Marc fut condamné à verser des dommages et intérêts à Claire pour préjudice moral, ainsi qu'à une amende substantielle pour harcèlement moral et usage de fausses preuves. Une procédure fiscale parallèle était en cours. À l'annonce du verdict, Claire ne pleura pas. Elle ne sourit pas non plus. Elle ferma simplement les yeux un instant, longuement, puis les rouvrit avec cette sérénité, rare de ceux qui ont vu l'injustice plier, ne serait-ce qu'un peu sous le poids de la vérité. Elle serra la main de Maître Varnier, remercia les témoins présents d'un regard, puis sortit du tribunal sans chercher les caméras, sans accorder d'interview. Ce jour-là, elle n'avait rien à expliquer. Tout avait été dit. Dans les in-pays, semaines qui suivirent, sa vie reprit une autre forme, ni semblable à l'avant, ni entièrement nouvelle. Le bistrot où tout avait commencé rouvrit sous une nouvelle direction. Claire refusa poliment l'invitation du nouveau gérant à y revenir. Elle savait que certaines pages se tournent sans amertume, mais sans retour. En revanche, elle accepta une proposition inattendue: intégrer une petite équipe de recherche liée à une organisation universitaire locale, chargée d'un projet pilote sur les droits du travail et les dynamiques de harcèlement professionnel dans les métiers de service. Ce poste, non rémunéré au départ, évolua rapidement. En l'espace de quelques mois, elle obtint une bourse pour reprendre ses études de droit à l'université d'Aix-Marseille. Le jour de son inscription, elle portait une veste en lin beige et tenait un sac rempli de documents administratifs. Elle ne ressemblait plus à la serveuse aux doigts tachés de café, ni à la jeune femme recroquevillée sous les insultes d'un client violent. Elle était droite, concentrée, posée. Les autres étudiants la regardaient avec curiosité,
certains la reconnaissant, d'autres ignorant tout de son passé. Et cela lui convenait ainsi. Elle n'avait pas besoin d'être une héroïne. Elle voulait simplement devenir une femme libre, instruite et capable, à son tour, de défendre ceux que personne n'écoute. Un après-midi d'automne, alors qu'elle rangeait des livres dans sa nouvelle chambre universitaire, elle découvrit une enveloppe épaisse glissée sous sa porte. Elle la prit, la retourna. Aucun nom, mais le papier de qualité sobre portait un cachet de cire rouge au coin supérieur. À l'intérieur, une lettre manuscrite, écrite dans une calligraphie élégante et ancienne. Elle reconnut immédiatement la plume d'Antoine. « Claire, je n'ai jamais cru au sauveur solitaire. J'ai vu trop de justes écrasés par le poids d'un système conçu pour les taire. Mais je crois aux fractures. Ces lignes invisibles qui, lorsqu'elles s'élargissent, laissent passer un filet de lumière. Tu as été cette fracture. Tu as mis en mouvement ce que d'autres, avant toi, n'avaient pas osé provoquer, et ce mouvement ne s'arrêtera pas. Je n'ai plus besoin d'être au centre de ces luttes. Mon rôle s'achève là où le tien commence. Je te laisse ce fonds, non comme une dette, mais comme un appui. Utilise-le pour continuer, pour former, pour aider, pour réparer. Fais-en ce que tu veux, mais ne laisse jamais cette voix s'éteindre. Avec respect, Antoine. » À côté de la lettre, un document bancaire attestait du virement d'une somme conséquente sur un compte à son nom, accompagné des démarches pour transformer ce fonds en structure associative si elle le souhaitait. Claire s'assit, relut la lettre 2 fois, puis, sans un mot, rangea tout dans une boîte en bois qu'elle plaça sous son lit. Elle n'avait pas encore décidé quoi en faire, mais elle savait que le moment venu, elle saurait. L'histoire, désormais largement connue, fut étudiée dans plusieurs cours de droit, analysée par des sociologues, citée dans des articles scientifiques sur la transformation des rapports de pouvoir dans les lieux de travail. Mais pour Claire, ce n'était pas un cas. C'était une cicatrice, une preuve vivante que la dignité humaine, même piétinée, peut se relever et marcher à nouveau. Un matin, dans l'amphithéâtre B de la faculté, on lui demanda, à la fin d'un cours, ce qu'elle avait retiré de tout cela. Elle réfléchit puis répondit simplement « On ne choisit pas les combats, mais on choisit de ne pas fuir. » Elle sortit sous les applaudissements, les yeux baissés, humbles mais entières, et tandis que Marseille continuait à vibrer au rythme de ses vents et de ses marées, une jeune femme, un jour oubliée dans un bistrot anonyme, s'était faite la mémoire d'un peuple silencieux, et cette mémoire désormais ne serait plus jamais ignorée.